Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette conférence. Je pense que c'est un fait sur lequel on sera tous d'accord. Tout le monde n'est pas L'Oréal, tout le monde n'est pas Louis Vuitton, Free ou encore Michel et Augustin, mais effectivement, tout le monde rêve d'avoir leur aura auprès de leur communauté client. Alors, faut-il être une marque B2B pour être sexy ? Je pense que cette question, on se l'est posée déjà ensemble l'année dernière, peut-être même celle d'avant. Donc, on va évidemment reposer la question pour ceux qui nous rejoignent, mais on va essayer aussi d'aller plus loin. À l'heure des algorithmes qui privilégient le reach, la question se pose, comment remettre de la punchline dans le B2B ? Pour en discuter, j'ai le plaisir de retrouver sur scène Cindy Bétan. Bonjour Cindy. Bonjour, bonjour à tous. Tu es Brand Marketing et Impact Leader chez Cision. À tes côtés, Mathieu Fischer. Bonjour Mathieu. Bonjour. Tu es directeur associé chez Aressi. Et Stanislas Perrin-Bidan est également avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Stanislas, tu es directeur de clientèle chez Aressi et c'est notamment toi qui a développé l'étude de cas dont on parlera, je crois aussi, avec Skilliance. Alors je vais commencer par une question peut-être bête, mais est-ce que déjà le titre de cette conf, c'est pas un peu une punchline ? Qui veut y aller ? Bon, j'y vais. Moi, je trouve effectivement, rien que dans le titre, je pense qu'on est bien sur de la punchline parce que ce dont on va parler, à mon avis, pendant cette table ronde, c'est non pas est-ce qu'il faut remettre de la punchline dans le B2B, c'est une option, mais c'est pas que celle-là. Mais quelque part, la question, c'est plutôt comment on arrive à un peu plus incarner sa marque en B2B et arrêter de se cacher derrière ces grosses solutions techniques qui nous empêchent de vraiment assumer et de vouloir vraiment dire ce qu'on dit. Je pense qu'on peut prouver que le B2B ou une partie des boîtes en B2B ont quand même franchi le pas. On n'est plus sur de la com complètement lisse. Je crois que vous avez quelques exemples pour qu'on se projette. Sûrement des exemples que beaucoup d'entre vous ont déjà vus. Exactement. En fait, moi, le titre, je le comprends comme est-ce qu'on est aussi chiant que ça en B2B ? Et donc, comme il y a pas mal de gens ici qui font du B2B, j'espère que la réponse est non. Et on a pris quelques campagnes pour s'en convaincre. Je ne sais pas si tu sais le faire marcher, parce que moi, le technique m'échappe manifestement. On va utiliser l'autre technique. On va se lever. Merci. Donc, alors, c'est pas des campagnes qu'on a faites nous en plus. Hein. On a vraiment été assez agnostiques. On vous a fait un petit pot pourri de quelques campagnes, effectivement, des dernières années en B2B qu'on a bien aimé. On vous a mis la Kiloutou, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, qui est assez sympa, et alors qui est une campagne assez originale, en ce sens qu'elle reprend en fait les mots du secteur. Elle a joué avec les mots du secteur du BTP, etc. Donc c'est une campagne assez communautaire. Moi, je les comprends pas. Alors c'est normal. Voilà. C'est bien fait, t'avais qu'à faire du BTP. Exactement. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Et alors dans un registre un petit peu similaire, mais pour nous plus compréhensible, il y a l'exemple suivant. Stan, s'il te plaît. C'est une CCI. En plus, je trouve ça intéressant qu'un acteur aussi institutionnel qu'une CCI aille sur ce terrain-là. Et donc en fait là, on est dans c'est un peu comme Kiloutou, c'est-à-dire qu'on va on va chercher les mots d'un secteur, les mots de certains professionnels. Donc là, on est la punchline, elle vient du fait qu'on est dans une espèce d'hyper-connivence, en fait. On se fait un gros clin d'œil, on a les mêmes messages, on a les mêmes combats, et c'est comme ça que ça fonctionne. Sur l'exemple, Tu parles de connivence, mais c'est cette idée, on parle le même langage, on se comprend. Comment certains ne peuvent pas savoir qu'une solution d'hébergement, c'est autre chose qu'un 2 pièces avec une exposition sud, quoi. Ou Big Data, un rappeur. Voilà, pour rester dans le domaine de la punchline. Les exemples d'après sont un petit peu différents. Pareil, je pense que vous les avez vus, c'est des chouettes campagnes. Donc, les campagnes qui s'adressent aux entrepreneurs, les campagnes de BPI, alors là, c'est sur le registre que ça va jouer. Là, on va aller là, on est vraiment sur de la familiarité. Là, on va plutôt être sur une espèce d'hyper proximité dans les mots, dans les termes. Donc, c'est un peu surprenant que sur un sujet extrêmement business, hein, on parle quand même à des entrepreneurs. On utilise ces mots, blé, allez vous faire voir ailleurs, etc. Il y a des blagues il y a des jeux de mots avec l'IA. Et donc, mais en fait, c'est pas si étonnant que ça. Parce que des entrepreneurs, c'est plein d'énergie, ça bouge, ça punch. Donc, il leur faut des punchlines. Et donc, à tous ceux qui font des campagnes un peu chiantes, comme tu le disais, c'est que leurs clients sont chiants ? Non, c'est qu'ils ont leur agence.
Tu voulais rebondir, Ouais, Cindy? alors, bon, c'est pas une question de chiant ou pas, mais en tout cas, ça demande un certain courage. Pourquoi? Parce que, et on est tous dans ce cas-là, on est tous dans le B2B, on en vient généralement quand on y est, c'est qu'on y est depuis un petit moment. Et en fait, on s'est toujours dit que la différence entre le B2B et le B2C, c'était l'expertise. Et quand on est expert, on n'a pas le droit de rigoler. Et en fait, il y a un peu cette notion-là qu'il faut qu'on soit sérieux. Et or, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, je pense que les entrepreneurs, ils font beaucoup. Voilà, on est entrepreneur, mais voilà, je suis quelqu'un, je suis moi-même et j'ai le droit d'avoir mon caractère. Mais en tout cas, voilà, il faut sortir de ça. Ouais. Mathieu, oui. Alors, oui, alors ça c'est un sujet, je pense que c'est un sujet sur lequel on a... Bon, voilà. Ça c'est un bon exemple. La photo de Niel avec ce PDG est con. Vous vous rappelez les pubs de Launcher, désormais Swile, Devenu Swile, oui. où cette PDG fait Bourges avec Fleur Pellerin. Voilà, on retrouve cette mécanique. On retrouve cette mécanique effectivement de l'écart de langage, du registre très familier. Moi, on n'est plus à l'époque d'une com où on mettait tous ses œufs dans le même panier, on lançait du grand média, ça passait, ça cassait, etc. Je pense que justement, à un moment où on s'est digitalisé, où on peut tester des choses, au contraire, je pense que, c'est des arguments qu'on a tous pour convaincre nos marques, nos annonceurs, de tester, d'essayer. On n'est plus en train de jouer sa campagne de l'année sur une pleine page dans les Échos. Donc je pense que là-dessus, les choses ont bougé. Parce que c'est l'idée, au pire, ça n'a pas de reach, on n'a pas pris un grand risque. On n'a pas pris un grand risque. En tout cas, on peut le mesurer, ce risque. Et surtout, ce qu'on peut mesurer, c'est l'adhésion des gens qu'on va toucher. Avec déjà, est-ce que ça fait réagir? Et ensuite, sur les gens qui réagissent, est-ce que par hasard, c'est pas les bonnes personnes, celles qui sont prêtes à s'engager, versus un touriste? Et en ça, les choses ont pas mal évolué. Ouais. À quoi ça sert la punchline? C'est une accroche, on attrape l'œil et ensuite faut aller plus loin. Moi, je pense que la première idée, c'est de sortir du lot. On sait tous, on vit dans cette infobésité incroyable qu'on crée nous-mêmes au passage, nos marketeurs. Petit message, donc si on pouvait un peu se détendre sur les contenus. Et je pense que ça permet de sortir du lot. Oui, ça peut être une bonne chose, mais c'est pas obligatoire qu'on se rue pas tous là-dessus, parce que je pense que quand je disais que tu disais le titre est-il une punchline? Oui, on peut jouer sur autre chose. On peut jouer sur l'humour, on peut jouer sur des phrases choc, on peut aussi jouer sur un engagement fort. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut faut arrêter d'être un peu tiède. On veut tous avoir plus d'engagement autour de notre marque. Pour être engageant, il faut être un peu engagé, ça marche un petit peu comme ça. Donc choisissons son ton, choisissons sur quoi on veut jouer, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut le faire passer autrement que juste dire vous avez un problème, nous avons cette solution. Non, aujourd'hui, on veut pas qu'on réponde à un problème comme on répond à celui des autres. On veut, même en B2B, qu'on nous connaisse nous, qu'on nous connaisse personnellement, la boîte, mais en tout cas, on a vraiment, chaque entreprise a une histoire différente, a des marchés différents. Et voilà, je pense que la punchline, ça sert à sortir du lot, mais c'est pas que ça. Je vais faire une analogie avec le mail. Un objet de mail sans punchline qui accroche pas, on l'ouvre pas quand même. Non, je suis pas d'accord. On l'ouvre pas si on n'est pas connu, mais moi j'envoie des mails sans punchline des fois, j'espère sans objet. Parfois non, ça n'a rien. Mais justement c'est un autre choix, ça dépend sur quoi on veut jouer, mais c'est une des tactiques qui est possible, je pense. Ouais, alors la punchline, il y a ce qu'elle fait et ce qu'elle fait pas. Effectivement, dans la com, c'est une porte d'entrée, c'est-à-dire que vous allez attraper l'attention, on en a parlé. C'est déjà aussi une forme de promesse. Quand BPI a ce ton-là, l'entrepreneur, il comprend qu'en face, il va y avoir du répondant et ça va percuter, et que sur ses problématiques export, sur ses problématiques digitalisation, il va trouver des gars qui pensent vite et bien. Donc déjà, c'est ça. Ensuite, il faut que ça soit suivi d'un petit peu de matière, de substance. Il ne faut pas que ça soit une surpromesse. La marque qui se paye une punchline, mais qui derrière déçoit dans le reste de sa com ou même dans son expérience produit, c'est un peu une cata. Donc c'est là où il faut faire attention. Et la forme ne remplace pas le fond. Exactement. Cindy. Ouais, je voulais réagir là-dessus parce que je disais, on s'est toujours dit que le B2B fallait miser sur l'expertise. C'est toujours le cas. Je veux dire, pour se permettre ça, pour se permettre ce ton,
Faut que derrière ça assure et faut justement parce qu'une punchline ça peut un petit peu au contraire décrédibiliser une entreprise qu'on ne connaît pas trop. Enfin moi je me souviens d'une entreprise de formation qui voulait avoir une punchline va te faire former. Bah non en fait va construire ton image de marque, ton expertise, ta renommée voilà, sur ton marché. Puis après, tu pourras te permettre quelques petites punchlines. Vas-y, Mathieu. Ouais, si, c'est un bon exemple. Et pareil, la communication, elle est de plus en plus poreuse. Hein, la marque, elle est globale. Quand BPI, effectivement, a ce ton-là, pareil, je prends l'exemple de la marque employeur. Qui à mon avis est au cœur du sujet. BPI, même s'il s'adresse aux entrepreneurs en leur montrant que ça va vite et que ça a la pêche, il y a plein d'effets de bord. BPI France montre que c'est sans doute un employeur assez cool. C'est sans doute des communications qui donnent envie à des talents de rejoindre BPI, etc. etc. Donc c'est là où on s'adresse à des humains qui soient clients ou futurs collaborateurs. Complètement. Et puis ça note aussi, moi je pense que ça note aussi un soutien de la direction justement parce que toutes les boîtes en B2B ne sont pas audacieuses, hein, on le sait, on peut être bridé un petit peu parce que pas assez sérieux. Donc je trouve que effectivement pour les employés de la boîte, ça fait une différence. Et je pense que de toute façon, et c'est je pense un peu le sujet de la table ronde, le B2B devient de plus en plus un peu B2C finalement dans notre façon de faire parce qu'on s'adresse à l'humain. On parle de marque. Parce qu'on parle de la marque et on veut toucher l'humain, on veut créer de la confiance, on veut dire non mais le business c'est de la confiance, hein, c'est bien avec moi que tu vas bosser, c'est dans cette entreprise que tu vas travailler, donc il y a toutes ces considérations humaines qui viennent maintenant dans le B2B qui fait que on a besoin de communiquer autrement. Mais encore une fois, c'est pas forcément à travers de l'humour ou de la punchline. Alors ça justement, ça c'est un bon point. Oui, ça se B2C, mais version B2B. C'est-à-dire que on met cordialement à la fin. Il suffit pas d'être cool et de mettre blé, allez vous faire voir ailleurs, etc. Là, ce qui est bon, ce qui marche bien, c'est qu'ils ont bien compris les insights, ce qui sont les pain points aujourd'hui des entrepreneurs. Donc j'ai besoin d'exporter, j'ai besoin de me digitaliser, etc., etc. Donc en fait, la punchline, pour qu'elle fonctionne, il suffit pas de mettre un mot un peu grossier et c'est cool et c'est rigolo. Au contraire, ça marche pas. Je pense que on emprunte des choses au B2C, mais on les nourrit de toute l'intelligence B2B de nos cibles, d'une segmentation fine, d'une connaissance un petit peu claire de leur pain point. Et peut-être qu'on peut montrer là l'exemple client. Ouais, justement. je veux bien parce que c'est typiquement l'exemple d'une boîte qui jusqu'ici était très corporate dans sa manière de communiquer et qui s'est transformée. Tu peux peut-être en dire un mot. Oui, bien sûr, je vais en parler 2 minutes parce que pour le coup, c'était un gros projet que j'ai mené. Donc, Skilliance, qui est un éditeur de logiciels qui adresse principalement tout ce qui est univers auto, moto, camping-car, etc., etc. Et ils ont lancé un nouveau produit qui s'appelle eData Voice, qui est une solution métier destinée à l'univers des concessionnaires. Et c'est vrai c'est une nouvelle solution qui adresse toutes ces concessions. Et c'est vrai que ces concessions, dans 5 ans, on ne sait même pas si elles vont encore exister. Parce que changement du modèle économique, parce que véhicules électriques qui arrivent, donc moins d'entretien, etc., etc. Et donc on a voulu être impactant et attirer un peu toutes les concessions et tous les métiers de la concession, que ce soit les directeurs de concession, les vendeurs, un peu tout le monde. Et donc avec le client et avec l'accord du client, alors on a essayé de jouer un peu sur cette idée de punchline B2B, je vais vous le présenter juste après, on n'a pas été super loin. Mais l'idée, c'était vraiment d'attirer. Par exemple, le point fort de leur solution, c'est vraiment la récupération des datas, parce qu'aujourd'hui, dans les métiers des concessions et l'univers auto, par exemple, généralement, c'est les marques qui détiennent la data. Et aujourd'hui, les concessionnaires, ils n'ont rien. Donc ça, c'était déjà un énorme enjeu. Et grâce à leur solution, c'est une promesse. En fait, ça répond à une promesse. Voilà, toutes les concessions aujourd'hui, et on le voit partout, hein, là, on parle de l'auto, mais dans tous les métiers, aujourd'hui, tout le monde est accro à la data, je pense que je ne me trompe pas si je dis ça. Et donc l'idée, c'était de prouver et de montrer aux concessionnaires qu'aujourd'hui, ils pouvaient récupérer leur propre data. Donc typiquement, concessionnaire, si vos datas sont partout, vous n'irez nulle part. Ça, c'était vraiment le premier petit sujet. On avait un deuxième, un CRM, ça permet de centraliser la donnée. Plusieurs CRM, ça permet de les garer. Parce que quand aujourd'hui, on est vendeur multimarque,
Bah, si je dois aller chercher de la donnée dans mon CRM Hyundai, dans mon CRM Mercedes, etc., bah, tous les vendeurs et toutes les concessions, ils sont totalement perdus. Et on a fait une troisième piste aussi sur la connaissance client. Concessionnaire, avoir des clients c'est bien, les connaître c'est mieux. Donc voilà, donc vous voyez, on a commencé un peu à impulser. Avant, c'est vrai que la punchline pour moi, c'était vraiment dans l'univers des startups, des licornes, etc. Et c'est vrai qu'on a commencé un peu à le mettre en place avec eData Voice et le groupe Skilliance. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui a fait le switch. C'est l'opportunité, c'est juste une agence ou un moment où quelqu'un dans la boîte qui a dit on y va, c'est une grosse réflexion, transformation de business model. En fait, je pense que c'est l'enjeu. Ces gens-là, ils vont peut-être mourir économiquement. Les concessionnaires, aujourd'hui, les marques, les Renault, les Stellantis veulent de plus en plus vendre leurs voitures en direct. Il y a des nouveaux joueurs, etc. Les gens, il faut savoir qu'ils font énormément de business aujourd'hui avec l'après-vente, l'entretien de votre voiture. Bah, demain, quand vous aurez des voitures électriques, l'après-vente pèse beaucoup moins lourd. Une voiture électrique, ça tombe moins en panne. Donc, ils se demandent encore s'ils existeront d'ici quelques mois, donc voire années. Et ça va vraiment arriver vite. Donc, on voulait juste les interpeller. On voulait sortir de, on a une solution en plus, comme tous les 6 mois, et comme tous les acteurs du marché. Et là, tout à coup, on vous interpelle, on vous prend par l'épaule, on vous punch, vraiment, au sens littéral du terme, parce que là, il en va de votre survie économique. C'est pour se positionner par rapport à cet enjeu qu'on a usé de ce ton. Je reviens sur l'usage d'un autre ton, plus humain, tu le disais Cindy tout à l'heure. Il y a cette réflexion, et je pense qu'on est à peu près tous sur LinkedIn, de la portée de ces communications. Donc la punchline, évidemment, aide. Tu le disais, ça ne fait pas tout. On voit des influenceurs LinkedIn qui font des milliers et des milliers de likes, de vues, et on ne comprend pas pourquoi. Est-ce qu'on a des retours sur la transformation d'un like et en client? Parce que il est là le sujet, c'est à quel point ta com te permet quand même de nourrir ta communauté de clients et d'aller chercher des nouveaux prospects. Je ne sais pas si on peut convertir un like jusqu'au CRM, en gros. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, je pense qu'on est sur le travail d'une marque. Donc, la question, c'est, on est tous dans des environnements de plus en plus complexes, où toutes vos boîtes, il y a 10 ans, soit elles n'existaient pas, soit elles faisaient autre chose. Et où elle fait encore ça, mais en tout cas, elle a développé complètement son activité. C'est ce qui se passe un petit peu chez nous tous, je pense. Et souvent, moi, quand je parle avec d'autres marques dans le B2B, ils me disent, bah oui, mais nous, on peut faire ça, et puis si on a besoin de ça, on peut aussi faire ça. En gros, on peut un peu tout faire, parce qu'avec la technologie, maintenant, voilà, on peut aller dans plein de différents domaines. Mais la question, c'est à quoi sert ta marque ? Et comment tu veux que les gens se rappellent de toi si jamais ils ont un souci ? Parce qu'en fait, là, moi, j'ai la sensation qu'en B2B, on ne cherche plus exactement des solutions parce qu'on ne comprend pas exactement son problème. Non, mais c'est vrai, il se passe quand même plein de trucs aujourd'hui. C'est difficile de dire « j'ai ce problème, je veux cette solution ». C'est plus comme ça que ça marche. Par contre, on cherche des partenaires. On cherche des partenaires de confiance. On dit « j'ai un truc là, à ce niveau-là, ça n'a pas l'air d'aller ». Et ce que je veux dire par là, c'est que travailler son image de marque, et là, le concessionnaire, moi, en tout cas, ce que je comprends, c'est que Skilliance, si je suis un concessionnaire, il va m'aider, il va m'aider forcément, il va me comprendre. Et je pense que ce travail-là, il est bon. Après, si le message a été relayé, engageant, entendu, ce qui a l'air d'être le cas, c'est bon. Après, s'il est relayé parce que justement elle a été mal faite, mal tournée, bon, bah, là on va avoir un problème de crédibilité. Mais je pense qu'il faut plus le voir comme quel est l'impact sur l'image de marque que plutôt sur vraiment comment ça résonne en business. Mais les deux sont effectivement liés, quoi. Tu parlais de nouvelles techno, il y a aussi des nouveaux supports. Je crois que dans la promesse de la conférence, on parlait de TikTok, de Twitch. Alors, je ne sais pas si les marques ne sont peut-être pas toutes encore, mais il y en a qui y vont. Mais typiquement, nouveaux supports demandent des nouveaux formats et donc d'autres tons. Mathieu, au tableau. Ouais, d'accord. Alors évidemment, on ne va pas aller sur TikTok, on est sur LinkedIn et on en parlait tout à l'heure, les marques
entre guillemets, exportent leur contenu et le dupliquent et le copie-colle, bah, elles se plantent. C'est un peu évident. Enfin, c'est pas exactement la réponse à ta question, mais c'est une petite bifurcation, désolé. Mais il y a aussi, je pense qu'avant de se dire quel ton je vais utiliser sur quel canal ou quelle plateforme, il y a aussi à quel moment, tout simplement, à quel moment j'y vais avec ma punchline. Enfin, là, ce qu'on vient de voir sur Skilliance, c'est une porte d'entrée. On interpelle les mecs, derrière, on arrive avec une vraie solution, etc., etc. C'est pas, on fait pas du BPI toute la journée. Et je pense que ça, c'est aussi important. Enfin, il y a le temps de la punchline et de l'attention. Et ensuite, il y a le temps de la pédagogie, de l'explication. On ne vend pas des trucs faciles en B2B. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça veut dire on arrive, comme tu le disais, avec une accroche, et ensuite c'est toute une série de contenus. On va rentrer plus dans le détail, on va prendre le temps long. En fait, c'est un petit peu ce qu'on voit là. On n'a pas le temps d'y voir, mais peu importe. C'est-à-dire qu'on est entré par ces promesses, par ces interpellations, et derrière, on a cette petite série de motion, etc., où on a commencé à essayer d'expliquer. Et Dieu sait si c'est pas facile. En quoi notre solution, désormais, dans les concessions, ça allait changer le quotidien du gars. Depuis son CRM jusqu'à la pratique même du vendeur de véhicules. Sur ta question, elle est très actuelle pour moi. Insta, TikTok, Twitch. Bon, TikTok, non. Pas encore. Non, mais je dis pas. Il y a 2 ans, on m'aurait dit Instagram. J'aurais dit, mais non. Enfin, pourquoi faire? Et dans 2 ans, je viens de chercher sur TikTok. Et dans 2 ans, on verra si. En tout cas, c'est pas le cas encore TikTok, mais réfléchissons quand même un tout petit peu sur Instagram, parce que en fait, le B2B y arrive. Et moi, en tout cas, ce que je sais, voilà, pour être une société dans les médias, c'est que les journalistes sont sur Instagram. Et même les journalistes de Presse Pro vont voir aussi, vont sur Instagram, et que la nouvelle génération de journalistes, c'est son réseau social préféré. Donc moi, personnellement, en tant que pilote de marque, où sont les journalistes? Je vais m'y placer. Donc j'ai cette vraie réflexion de dire, je vais investir un nouveau canal qui est Instagram. Je vais faire un live sur Twitch aussi pour sortir un livre. Enfin, on est bien dans le B2B, mais j'essaye quand même d'aller vers ces nouvelles plateformes, ce que j'aurais pas dit il y a un an. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, Mathieu, c'est que, et c'est pour ça que je mets du temps avant d'y aller, et c'est pas encore fait, c'est prévu pour septembre, c'est qu'on veut s'assurer d'y aller, mais en mode Instagram, en mode, enfin voilà, on va pas essayer justement de faire un post Adapté LinkedIn, aux usages. de reprendre l'image LinkedIn, le mettre sur Insta et dire, ouh, je suis sur Insta. Ah merde, c'était en 9-16. Mais donc il y a une vraie ligne éditoriale, on réfléchit vraiment à qu'est-ce qui va sur Insta et qu'est-ce que les gens sont prêts à aller chercher sur Insta dans le B2B. Pour l'instant, c'est encore les débuts. Hein. J'avoue que c'est évidemment qu'on est déjà sur LinkedIn. Hein. On est bien d'accord qu'on commence par le commencement. Mais je pense qu'il faut de plus en plus y réfléchir. Et encore une fois, avec cette idée de parler d'humain, je pense qu'Insta peut aussi justement répondre à pas mal de sujets. En tout cas, je vais commencer effectivement à y aller. Donc la première question à se poser, c'est où sont les influenceurs de mon territoire de marque? Où est-ce qu'ils se renseignent? Où est-ce qu'ils consomment? Qu'est-ce qu'ils aiment? Ben moi, je pense toujours à la diffusion avant la création. Donc après, ça... Oui, et surtout aussi où sont nos cibles. Ça, c'est super important. Je ne vais pas faire de l'Insta si je sais que ma population cible, elle n'est pas sur Instagram. Comme nous, en B2B, on a tendance à aller souvent sur LinkedIn, parce que c'est un peu le réseau social B2B, Mais en fait, derrière les clients, ce que vous disiez bien tout à l'heure, il y a des hommes, des femmes qui, même le soir, scrollent parfois à l'infini. Moi, c'est même à ça que je pense. Hein, c'est que je me dis peut-être ils rentrent chez eux et puis combien il y a de personnes maintenant avant d'aller se coucher qui font un dernier tour de... Bon, bah, peut-être qu'à un moment donné, ils vont se dire... moi, j'y crois assez, ouais. Parce qu'il y a 5, 7 ans, peut-être 8 ans, je ne sais plus, le temps passe vite, mais on disait les pros iront jamais sur Facebook. En fait, ils y étaient. Absolument. Puis, tu parlais d'Insta là, et en fait, je questionne l'intérêt de tester des nouveaux canaux, quitte à se planter. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être fort sur LinkedIn plutôt qu'être comme tout le monde sur Instagram? Attention. J'ai pas dit d'être comme tout le monde, et là, on parle d'un réseau qui date un peu et qui est déjà délaissé des plus jeunes. Attention juste aux effets de... Alors oui, est-ce que nos cibles y vont, etc., comment on y parle. Ensuite, attention justement aux marques qui mettent un pied dans l'eau en se demandant est-ce qu'elle est froide, qui commencent à aller de façon finalement
assez neutre Ouais. et assez terne sur ces réseaux-là. On est quand même beaucoup de marques qui ont débarqué sur Insta et qui végètent. Ouais. C'est un fait. Est-ce que tu sais l'expliquer, ça? C'est une question de ton, c'est une question que la promesse qu'ils ont à y faire ne fit pas avec l'usage très visuel d'Instagram? Alors, il faut une autre conf pour ça. C'est un faisceau de facteurs. Ça dépend de l'offre, du traitement, du community management, de plein de choses. Pas que du ton, mais aussi du ton. Alors, et sur cette conf-là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit aux personnes qui sont présentes et on ne peut pas laisser partir sans? Bah, je crois qu'on n'a pas parlé d'IA. Ouais. Et je pense que bon, vous en avez mangé toute la journée, j'imagine. Hein. Mais je pense que ça rejoint le sujet aussi, parce que, pas nécessairement le sujet de la punchline, mais se débarquer, incarner, mettre de l'humain, donner une vision. En fait, c'est ça qu'une marque doit faire, et c'est ça que ChatGPT, j'ose même plus dire pourra jamais faire, tellement ça. Mais en tout cas, c'est bien là la valeur ajoutée de l'humain. Donc de toute façon, il va falloir y aller et trouver son ton. Alors, je vais le poser autrement, au-delà de les opposer, c'est en quoi ça transforme vos messages, vos approches de stratégie de contenu? Je suis pas sûr que ça transforme nos messages. Je pense que ça transforme plus nos process. On a des marques, on est au service de marques, on a une direction, on a un ton. C'est pas parce qu'il y a un truc qui arrive, qui est un peu plus qu'un gadget, on va le reconnaître, qu'on doit bifurquer. C'est plutôt que le temps, l'expertise humaine va peut-être un peu moins se concentrer sur la partie fastidieuse, rassembler de l'info, etc., et peut-être un petit peu plus s'intéresser à l'entrée, au titre, À au l'angle. rebond, au ton, c'est paradoxalement des choses assez automatisées qui vont redonner sans doute des lettres de noblesse à des sujets comme le ton, le tone of voice, l'angle éditorial, etc. Finalement, c'est marrant. Oui, Hein, c'est parce un que peu ça reste quand paradoxal. même de l'humain qui va nourrir l'angle de ChatGPT. Bah, tout Donc- à fait. donc ça Et veut puis dire qu'il y a un Mathieu peu de l'a dit, ouais. toutes ces campagnes-là qu'on a vues en B2B punchline, elles ont tout un point commun, c'est qu'elles sont parties sur un point de douleur. Donc à la limite, peut-être que l'IA va nous aider à le détecter, ce point de douleur, plus facilement et plus justement. Mais après le reste, c'est à nous de jouer. Et ça changera pas la donne. Hein. Le point commun des campagnes qu'on a vues, c'est je suis à côté de toi. Et du coup, je peux te pousser, je peux te puncher. C'est vraiment ça. C'est par le ton, par le registre, par la connaissance des insights, par les mots employés, les mots du secteur. Je te connais par cœur. Donc ça, c'est pas ChatGPT qui va nous l'apporter. En revanche, nous, notre connaissance, ChatGPT pourra en faire bon usage. C'est plutôt dans ce sens-là que je vois les choses. C'est ça, je te voyais réagir. Non, ça faisait réagir parce qu'aujourd'hui, en fait, si vous voulez, j'ai tout à l'heure avec Mathieu, juste pour faire le petit test, on a posé la question de la conf à ChatGPT, juste pour faire le petit test. Et en fait, on s'est dit, in fine, 3 minutes après avoir lu le long pavé que nous avait rédigé ChatGPT, que On va devoir y aller, ouais. qu'on pouvait venir à la conférence, et surtout que ChatGPT ne remplacera jamais nous, nos campagnes, nous, ce qu'on fait, ce qu'on trouve, les discours, etc. Et que ça a quand même une limite. Ce qui est sans limite, c'est la curiosité. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser à nos intervenants? C'est toujours la première qui est la plus difficile. Alors j'y vais, j'ai une question. Il vous arrivait de vous planter sur un angle et du coup de pouvoir nous expliquer le fil que vous en avez tiré de l'explication de pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas pris. C'est toujours intéressant de voir ce qui a marché et en même temps on apprend beaucoup des erreurs. Bon, tu nous prends de court. C'est sympa parce que tu nous fais préparer la conférence, mais de toute façon, ça n'a aucun intérêt parce que tu poses absolument pas les mêmes questions après. Mais bon, tu pourras jamais te faire remplacer par l'IA, c'est ça qui est bien. Non, du coup, j'ai pas exactement un exemple qui me vient en tête et pourtant je me suis plantée plein de fois. Mais en tout cas, j'ai un vrai sujet, moi, aujourd'hui, du blog de Cision qui s'appelle Culture RP. J'ai un vrai sujet sur... je vois bien qu'il est en train de baisser et pourtant je pense qu'il a vraiment fait partie prenante du succès de ma société il y a 10 ans. Et en même temps, voilà, il faut que justement, avant de me planter, que je me dise vers où je l'emmène, c'est quoi l'avenir du blog, en a-t-il un et comment je change le contenu éditorial, parce qu'un blog avec des articles, ça pour le coup, ça peut être facilement remplacé. Donc comment je change le contenu, comment je vais vers de l'interview, comment je vais dans du contenu original,
Voilà, c'est toutes ces questions-là, en tout cas, que je vais essayer de me poser, qui vont faire que je vais quand même me planter, mais au moins je me les pose et puis voilà. Et ça, c'est pareil, c'est des questions à laquelle il faut que je réponde là. Et pour compléter, sans donner un exemple concret, je pense que je me suis aussi pas mal planté, et plus souvent par dépunchisation, par excès de tiédeur, que au contraire en ayant des convictions fortes et en y allant. Voilà, donc c'est c'est ma leçon du jour. Ah, mais on a tous cette image en tête de 99 francs où on a des brillantes idées, souvent réduites à néant par un annonceur tiède. Donc là, c'est plutôt à vous deux que je vais la poser, mais c'est comment on arrive à embarquer là, les annonceurs, il y en a peut-être certains dans la salle, pour se transformer. Ou sa direction. Hein. Et la direction avec, bien sûr. C'est là où il y a un travail de persuasion par le haut, par un travail, une réflexion sur le ton de la marque. C'est beaucoup de... On a ce que font les concurrents, on a les focus clients, on a pas mal de choses pour montrer que, in fine, ce qu'on pense être génial, c'est jamais que la même chose que ce que dit le gars d'à côté. Et de la même façon, qui plus est, donc ça c'est un peu dommage. Et puis on a le côté très empirique, très terrain. Moi j'insiste là-dessus, hein. On n'est plus en train de mettre tous ses œufs dans le même panier avec une grosse campagne en télé ou au cinéma comme il y a longtemps. On peut aujourd'hui tenter des petits trucs, tester des petits trucs. Et on est de plus en plus dans des mécaniques où justement on va convaincre à coup de résultats. En fait, un chiffre, ça convainc quand même mieux qu'un grand discours. Et juste, je voulais rebondir sur l'histoire de se planter. Et c'est là où il va y avoir un changement dans notre métier. C'est-à-dire que dans le B2B, nous, jusqu'ici, quand on se plante dans le B2B, bah, on fait juste plouf, quoi. Enfin, voilà, genre... passe rien. Bah oui, en fait, c'est ça, quand on se plante. On est quand même relativement à l'abri du bad buzz. Relativement, ça peut arriver, mais bon... là, si on commence à mettre de la punchline, si on commence à incarner, à mettre de l'engagement, il va falloir qu'on s'habitue aussi à gérer et accepter de se priver d'une part de sa cible pour pouvoir mieux engager les autres. Donc, comment tu dis? On se B2C's? C'est un verbe du premier groupe? B2Cisé, oui. Ouais, ok. Donc, ça, je pense qu'on n'en a pas l'habitude de gérer le bad buzz, finalement. Mais est-ce que c'est l'avenir du B2B? Alors là-dessus, oui et non. Je suis d'accord avec toi. Quand on va s'exposer avec ce ton. On va un peu mettre ses tripes sur la table. Ce ton est déjà une promesse, etc. Faut suivre. Et donc il peut y avoir un retour de bâton. C'est plus là-dessus qu'on peut se planter en réalité. On est d'accord. Ouais. Ensuite, attention, en prenant ce ton, on devient aussi une marque. J'ai toujours l'exemple Orange, France Télécom, la crise qu'ils avaient eue, etc. On devient aussi une marque plus humaine, plus proche, et donc quelque part un peu plus crise-proof. Un peu plus armé, avec un background, avec des fondamentaux plus solides, pour demain répondre à une crise. Donc c'est assez ambivalent. C'est pas si simple que ça de se dire en faisant des blagues, on risque de se prendre une tarte. Oui, juste pour la réflexion, parce que je crois qu'il n'y a personne qui arrive derrière, mais autant il y a 10-15 ans, quand tu lançais ta start-up, il fallait être radical, et on le disait, et ça a été démontré que ça permettait d'embarquer une communauté ultra engagée, et en même temps, c'est plus une réflexion de fond, presque philosophique, mais à l'heure de la radicalité qu'on voit beaucoup aujourd'hui, portée notamment par les algorithmes, est-ce qu'il ne faut pas trouver quand même comment assumer de la nuance ? Et je vous laisserai sur cette question, vous avez 3 heures. C'est compliqué. Effectivement, la nuance, on le sait bien sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui marche le plus, mais on est en B2B, on est des pros, et on sait très bien que dans nos métiers, de toute façon, c'est toujours une histoire de curseur. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'on a y gagné quand même... à aller dans cette nuance, à avoir des choses d'esprit, des choses bien trouvées. Mais là, on l'a vu, hein, c'est ce que tu disais, on vous connaît, on connaît vos termes, donc on peut se permettre... Moi, j'adore, hein, est-ce que le hashtag va être légalisé? Enfin, je sais plus ce que c'est. C'est culotté, mais bon, on sent un truc. Je pense qu'en B2B, on n'a pas besoin d'aller vers de la radicalité. Par contre, on a besoin de croire en quelque chose, de croire en une vision, et puis de le défendre, quoi, tout simplement, mais pas besoin d'être radical. Non. Moi, je veux juste qu'on sorte un peu du schéma. Il y a les grosses boîtes, les vieilles boîtes qui communiquent de vieille façon, et il y a les nouveaux, les petits nouveaux qui débarquent,
les dents qui rayent le parquet et qui, eux, punchline sur punchline. C'est pas vrai, c'est pas aussi schématique que ça. C'est aussi pour ça que j'étais content de montrer BPI, voir la CCI de la Marne, quand même une vieille dame, entre guillemets, qui prend un ton que pas mal de startups n'ont pas. Donc c'est plus compliqué que ça. Ça dépend. Alors effectivement, ça dépend de l'identité de l'émetteur. Je suis pas sûr qu'LVMH arrive avec des grosses punchlines demain, mais ça dépend aussi souvent même du public ou des mécaniques de communication. Je vais finir là-dessus. Il y avait un exemple qu'on n'a pas eu le temps de montrer, mais c'est les assurances Alan, vous savez, avec la petite mascotte. Qui avait fait une petite pub en disant arrêtez de vous faire prendre pour un blaireau, etc. Enfin, un truc vraiment très très rentre dedans. Et en fait, on comprend en lisant la body copy où il y a marqué demandez à votre patron une assurance, ceci, cela. Et en fait, ils ont fait un dispositif qui est B2 employé to B. Ils se sont servis de tous les collaborateurs pour être des prescripteurs. Du coup, c'est quasiment B2C. Et du coup, assez logiquement, ils sont arrivés à cette idée que il fallait effectivement, par de l'affichage dans le métro, des trucs très B2C, il fallait effectivement interpeller. Donc, c'est pas qu'une question d'identité d'émetteur, c'est aussi la mécanique de com, l'enjeu du moment qui justifie ça. Alors, j'ai la tristesse de vous dire que si on reste une minute de plus sur cette scène, c'est radical, on va être sortis jusqu'en dehors du Parc des Princes. Un immense merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.